Bonjour à tous les passionnés d'histoire et de récits. Aujourd'hui, c'est Jack London qui va nous transporter dans son époque, dans un de ses voyages en Californie, au détour de la vallée de Sonoma, dans le monde des baveux. Alors, qui est Jack London? Il est né en 1876 et il est mort en 1916. C'est un écrivain américain célèbre pour ses récits d'aventure, ses explorations de la nature et ses réflexions sur la condition humaine. C'est un auteur très prolifique. Il a marqué la littérature par des œuvres comme L'appel de la forêt ou Cro-Blanc, mais aussi par des nouvelles plus engagées, souvent inspirées de ses propres expériences. Chez les Fous a été édité en 1914. C'est une nouvelle originale, écrite sous la forme d'un monologue par un résident d'un asile pour attardés. London s'est inspiré de la vie des pensionnaires d'une de ces institutions. Le récit, à la fois drôle et touchant, met en lumière la poésie et la singularité des fous, tout en dénonçant leur exclusion sociale. Contrairement à d'autres œuvres de l'époque, London choisit une approche humaine et optimiste, évitant le pathos pour privilégier la verve et l'authenticité des personnages. Cette nouvelle reflète aussi l'intérêt de London pour les marginaux et les oubliés de la société, thème récurrent dans son œuvre. Elle reste un témoignage poignant et surprenant sur la folie et l'enfermement, avec une narration qui captive par son originalité. Chez les Fous a été salué dès sa publication en 1914 pour son originalité et son approche humaine d'un sujet tabou. Les critiques de l'époque ont souvent souligné la force du monologue et la capacité de London à donner une voix authentique et attachante à un personnage marginalisé, loin des clichés dramatiques ou horrifiques associés aux asiles psychiatriques. Le ton à la fois comique et optimiste a surpris, car il contrastait avec les récits plus sombres ou moralisateurs de l'époque sur la folie. Au fil du temps, cette nouvelle a été reconnue comme un texte précurseur, tant par son style que par son sujet. Alors, préparez-vous à entrer dans cet asile du début du XXe en Californie et laissez-vous guider par Tom, un pensionnaire très particulier qui va vous raconter ce monde de baveux. Très bonne écoute et bon voyage. Chez les fous de Jack London. Moi, je ne suis pas un idiot. Je suis l'infirmier. Je ne sais pas ce que Miss Jones ou Miss Kelsey pourraient faire sans moi. Il y a 55 vrais idiots, des baveux, comme on les appelle, dans cette salle-ci. Et comment pourrait-on les nourrir si je n'étais pas là? J'aime à donner à manger aux baveux, moi. Ils ne sont pas méchants. Ils ne sauraient l'être. Il y a toujours quelque chose de dérangé avec leurs jambes ou leurs bras, et ils ne peuvent pas parler. Ceux-là sont vraiment incurables. Moi, je peux marcher, parler, faire un tas de choses. Ainsi, tenez, les baveux, ça exige beaucoup de précautions. Faut pas les brusquer, ni les faire manger trop vite. Autrement, ils étouffent. Eh bien, Miss Jones dit que je suis un spécialiste nourrisseur. Quand une nouvelle infirmière arrive, c'est moi qui lui enseigne le métier. C'est marrant de voir une nouvelle infirmière la première fois qu'elle leur donne la pâtée. Elle fait tant de simagrées et y va si lentement que sans mon intervention, c'est tout juste si elle aurait fini de leur servir leur petit déjeuner avant que sonne le dîner. Alors je lui montre comment il faut s'y prendre, parce que moi, je vous le répète, je suis un spécialiste en la matière. Le docteur d'Alymple l'affirme, et celui-là ne parle pas à la légère. Un baveux peut boulotter 2 fois plus vite, mais il y a la façon de procéder. Je m'appelle Tom, j'ai 28 ans. Je suis connu comme le loup blanc dans l'établissement. C'est un établissement officiel, vous savez. Il appartient à l'État de Californie et il est sous l'influence de politiciens.
Je sais ce que je dis. Il y a assez longtemps que je suis ici. Tout le monde a confiance en moi dans la maison, et je ne cesse de faire des commissions à droite et à gauche quand je ne suis pas auprès des baveux. Mais oui, je les aime, les baveux, car je me considère comme un vénard de ne pas être à leur place. Je me trouve bien ici, mieux que dehors. J'en ai tâté du dehors, cette fois que je me suis sauvé pour me faire adopter. Aussi, je ne veux plus recommencer. Non, il n'y a rien de tel que la maison et les baveux. Et puis, ai-je l'air d'un baveux, moi? Il n'y a qu'à me regarder pour établir tout de suite la différence. Je suis un infirmier spécialiste, s'il vous plaît. Pas mal pour un faible, hein? Un faible? Eh ben oui, un faible d'esprit, quoi. Je croyais que vous le saviez. Nous sommes tous des faibles ici. Mais moi, je suis un faible de première catégorie. Le docteur d'Arlimple dit que je suis trop malin pour être dans la maison. Mais je me tiens peinard, pas si bête. On est trop bien dans la boîte. Et puis moi, j'ai un avantage. Je pique pas des attaques comme un tas d'autres faibles. Voyez-vous ce pavillon là-bas entre les arbres? Il n'y a rien que des épilepses de première catégorie là-dedans. Ils s'en croient, ceux-là, parce qu'ils sont pas comme les faibles ordinaires. Ils ont baptisé leur pavillon le club, et ils prétendent valoir les gens du dehors. Sauf qu'ils sont malades. Je les gobe pas beaucoup, moi les épilepses. Ils se moquent de moi quand ils ne passent pas leur temps à tomber du haut mal. Ce que je m'en fiche. J'ai pas de bile à me faire comme eux, à craindre tout le temps de choir et de me fendre le crâne. Quelquefois, ils courent en rond et tâchent de trouver un endroit pour s'asseoir vite, mais ils n'y parviennent pas. Les épilepses du dernier degré sont nettement répugnants, et ceux du premier degré se donnent des airs. Je m'estime heureux de ne pas être un épilèpe. Ces types-là n'ont rien d'intéressant. Ils parlent haut, voilà tout. Miss Kelsey prétend que je bavarde trop. En tout cas, ma conversation a du sens, et c'est plus qu'on en peut dire des autres faibles. Le docteur Darlimp déclare de son côté que j'ai le don de la parole. Parbleu, je voudrais que vous m'entendiez quand je me parle tout seul ou que j'ai un baveux pour m'écouter. Il me vient parfois des idées de me faire politicien, seulement ça donne trop de mal. C'est tous de grands parleurs, c'est comme ça qu'ils gardent leur place. Il n'y a pas un seul fou chez nous, rien que des faibles d'esprit. Laissez-moi vous raconter quelque chose de drôle. Une douzaine d'idiotes mettent le couvert dans le grand réfectoire. Parfois, quand elles sont en avance dans leur travail et qu'il leur reste du temps, elles s'assoient tout en rond pour jaser. Alors moi, je me glisse tout doucement près de la porte et je me tords les côtes en les écoutant. Voulez-vous connaître leur sujet de conversation? Eh ben, voilà. Elles restent un bon moment silencieuses. Et puis, il y en a une qui dit: Dieu merci, je ne suis pas une faible d'esprit. Et les autres d'approuver en hochant la tête d'un air satisfait. Puis toutes se taisent pendant un autre long moment. Après quoi, la voisine de la première, dans le cercle, prononce à son tour: Dieu merci, je ne suis pas une faible d'esprit. Et elle dodeline toutes de la tête de façon béate. Et c'est ainsi pour toutes, l'une après l'autre, et elles ne disent jamais autre chose. C'est-il pas de vrais faibles, des purs, hein? Je vous en fais juge. Je ne suis pas de ces faibles-là, moi, Dieu merci. Quelquefois, je crois même que je ne suis pas un faible du tout. Je fais partie de la fanfare et je lis la musique. Nous sommes tous censés être des faibles à la fanfare, sauf le chef. Lui, c'est un maboule. Nous le savons, mais nous n'en parlons qu'entre nous. Et puis, il est dans la politique et nous ne tenons pas à lui faire perdre sa place. Je suis le tapin, moi. Je tiens le tambour. On ne peut se passer de moi dans cet établissement. J'ai été malade une fois. Je sais ce que j'avance. Quelque chose m'étonne, c'est que la salle des baveux ait pu tenir le coup pendant que j'étais à l'hôpital. Je pourrais sortir d'ici si je voulais. Vous savez, je ne suis pas si pauvre d'esprit qu'on pourrait le croire.
Mais je n'y tiens pas. Je me plais trop ici. Et puis, tout irait de travers si je partais. Le seul point qui m'inquiète, c'est qu'un beau jour, on s'aperçoive que j'ai toute ma tête à moi et qu'on me mette dehors pour gagner ma vie. Je connais le monde et je l'aime pas. La maison suffit amplement à mon bonheur. Vous voyez comme de temps à autre je fais des grimaces. C'est plus fort que moi. Je peux en faire à volonté. Je suis pas si laid que ça, pourtant. Je me regarde dans la glace. Ma bouche est drôle, bien sûr. Ma lèvre pend et j'ai de mauvaises dents. On peut toujours reconnaître un faible à sa bouche et à ses dents. Mais cela ne prouve nullement que je sois vraiment un faible. J'ai la veine d'avoir l'air d'en être un, voilà tout. Et puis, je sais un tas de choses. Si je vous les racontais toutes, vous n'en reviendriez pas. Mais quand je ne veux rien savoir, ou lorsqu'on veut me faire quelque chose contre mon gré, je n'ai qu'à laisser pendre ma lèvre, à rire et à faire des bruits stupides avec ma gorge. J'étudie les façons de parler de vrais idiots, et je peux les imiter à s'y méprendre. Avec ça, je trompe tout le monde. Miss Kelsey elle-même m'a traité d'idiot l'autre jour. Elle était furieuse. Elle avait, elle aussi, mordu à l'hameçon. Miss Kelsey m'a demandé un jour pourquoi je n'écrirais pas un livre sur les faibles. J'étais en train de lui exposer le cas du petit Albert. C'est un baveux, vous savez, et je devine toujours ce qui le tourmente, rien qu'à sa façon de remuer son œil gauche. J'expliquai donc cela à Miss Kelsey, mais je vis à sa mine qu'elle m'en voulait d'en connaître plus long qu'elle. Oui, un jour peut-être écrirai-je ce livre-là, mais c'est bien du mal en perspective. En outre, je préfère parler. Savez-vous ce que c'est qu'un micro? Ça vous a une tête pas plus grosse que le poing. Généralement, c'est des baveux et ils vivent longtemps. Les hydros, eux, ne bavent pas. Ils ont une grosse tête et ils sont plus dégourdis. Mais ils n'arrivent jamais à l'âge d'homme. Ils meurent toujours auparavant. Je peux jamais en regarder un sans me dire qu'il va bientôt casser sa pipe. Parfois, quand je me sens flemmard ou lorsque l'infirmière en chef est en colère contre moi, je souhaiterais d'être un baveux pour n'avoir qu'à me laisser gaver. Mais au fond, j'aime mieux parler et demeurer ce que je suis. Pas plus tard qu'hier, le docteur Darlimpe m'a dit comme ça: Tom, je ne sais vraiment pas ce que je ferais sans toi. Et il doit savoir de quoi il retourne, attendu qu'il y a un millier de faibles qui lui ont passé par les mains depuis près de 2 ans. Avant lui, c'était le docteur Watcombe. On les nomme à ces postes-là, vous savez, grâce à la politique. J'ai vu défiler un tas de médecins depuis mon entrée ici. Voilà 25 ans. J'y étais avant aucun d'entre eux. Je ne me plains pas, l'établissement ne pourrait être mieux dirigé. C'est une vraie bénédiction d'être un faible de première catégorie. Prenez le docteur Darlimple par exemple. Il a des ennuis, il doit sa situation à la politique. Vous pensez, si nous sommes ferrés en politique, nous autres de première catégorie, nous ne cessons d'en parler. Et ça ne vaut pas cher. Un établissement comme celui-ci ne devrait pas dépendre de la politique. Voyez le docteur Darlimple. Voilà 2 ans qu'il est ici. Il y a appris beaucoup de choses. Un beau jour, la politique va se mettre en travers. On le flanquera dehors et on nous enverra un autre médecin qui n'y connaîtra rien sur les faibles. Et les infirmières. J'en ai connu des milliers depuis que je suis ici. Il y en a de gentilles. Mais elles ne font que passer. La plupart d'entre elles se marient. Quelquefois, moi aussi, je pense au mariage. J'en ai touché un mot un jour au docteur Watcombe. Il m'a répondu qu'il était désolé de m'apprendre que les faibles n'avaient pas le droit de prendre femme. Une fois, j'ai été amoureux d'une infirmière. Je ne vous dirai pas son nom. Elle avait des yeux bleus, des cheveux roux, une voix aimable, et je lui plaisais. Elle ne me l'a pas caché, et elle me recommandait toujours de me bien conduire, ce que j'ai fait du reste, jusqu'après son départ. Alors, je me suis enfui. Elle était partie pour se marier, sans rien me dire. J'ai idée que le mariage n'est pas si rose qu'on le prétend. Le docteur Anglin et sa femme, par exemple, ils étaient
toujours en train de se battre. Je les ai vus. Un jour, j'ai même entendu sa femme le traiter de faible. Ça, c'était pas gentil, parce que personne n'a le droit d'appeler faible quelqu'un qui ne l'est pas. Quand il a entendu ça, le docteur Anglin s'est mis dans une fureur, mais il n'a pas fait long feu ici. Il a dû déguerpir à la suite de combines politiques, et c'est le docteur Mandeville qui lui a succédé. Celui-là, il était célibataire. Je l'ai entendu une fois causer avec l'ingénieur. Faut vous dire que l'ingénieur et sa moitié se battaient aussi comme chien et chat. Et ce jour-là, le docteur Mandeville lui disait qu'il était bigrement heureux de ne pas être l'esclave d'un jupon. Moi, tout faible que j'étais, j'ai très bien saisi l'allusion sans le faire voir. On entend des tas de choses quand on n'a pas l'air de comprendre. Et j'en ai vu de drôles pour ma part. Une fois, quelqu'un m'a adopté. Je suis allé par le train à une soixantaine de kilomètres d'ici pour vivre chez un certain Peter Bopp et sa femme. Ces gens-là tenaient une ferme. Le docteur Anglin leur déclara que j'étais vigoureux et débrouillard. Et j'ai dit comme lui parce que je voulais qu'on me garde. Alors Peter Bopp a répondu que je serais chez eux comme un coq en pâte, et les hommes de loi ont couché les conditions sur le papier. Mais j'ai pas été long à m'apercevoir que les travaux de ferme ne convenaient pas à mes goûts. Madame Bopp avait de moi une peur bleue, et elle ne voulait pas me laisser dormir dans la maison. Ils m'ont installé un coin dans le bûcher et m'ont fait coucher là. Je devais me lever à 4 heures du matin, donner à manger aux chevaux, traire les vaches et porter le lait aux voisins. Ils appelaient ça un peu de besogne pour m'occuper, mais j'étais sur les dents toute la journée. Je fendais le bois, nettoyais les poulaillers, arrachais les mauvaises herbes du potager, enfin, je m'envoyais presque tout le boulot. Jamais d'amusement, je n'en avais pas le loisir. Je peux vous avouer une chose, j'aime 100 fois mieux faire avaler du lait et de la pâtée aux faibles que de traire les vaches quand ils gèlent à pierre fendre. Madame Bopp avait une frousse terrible de me laisser seule avec les enfants, et j'en avais le trac moi aussi. Ils me faisaient des grimaces, des pieds de nez, me jouaient toutes sortes de niches dès que leurs parents avaient le dos tourné. Ils me traitaient de maboule. Tout le monde m'appelait Tom le maboule. Et les autres gamins du voisinage me lançaient de grosses pierres. On ne voit rien de semblable ici à la maison. Les faibles ont de meilleures manières. Madame Bopp me pinçait et me tirait les cheveux quand elle me surprenait à lambiner. Moi, je me contentais de rire sous cape et je fainéantais davantage. Elle répétait: Ce grand niais me fera mourir. Un gentil petit veau venait de naître. Je retirai les planches qui bouchaient le vieux puits dans le pré, et le gentil petit veau tomba dedans et se noya. Alors Peter Pop dit qu'il allait me flanquer une raclée, et il l'a fait. Il a empoigné un licol, et qu'est-ce que j'ai pris! Je n'ai jamais reçu une telle tripotée. On ne punit pas de cette façon dans la maison. Voilà pourquoi je dis que c'est là ma place rêvée. Je connais la loi, et je sais que monsieur Peter Boop n'avait pas le droit de me battre à coups de licol. J'appelle cela de la cruauté. Or, le contrat d'adoption spécifiait qu'on ne devait pas se montrer cruel envers moi. Je n'ai pas protesté. J'ai pris patience, tout simplement, ce qui prouve quel genre de faible je suis. J'ai attendu longtemps, lambinant de plus en plus, faisant de plus en plus de drôles de sons avec ma gorge. Mais ça ne prenait pas. Il ne voulait pas me renvoyer à la maison, ce que je cherchais par tous les moyens. Mais voilà qu'un jour, le premier du bois, Madame Brown me remet 3 dollars montant de sa note de lait chez Peter Bopp. C'était le matin. En livrant le lait dans la soirée, je devais rapporter le reçu. Mais pas si bête. Je me suis tout bonnement rendu à la gare, j'ai pris un billet comme tout le monde et je suis revenu par le train jusqu'à la maison. Voyez le genre de faible que je suis. Le docteur Anglin n'était plus là. Le docteur Mandeville le remplaçait. J'allai tout droit à son bureau. Il ne me connaissait pas. Il me dit: Tiens,
Mais ce n'est pas le jour des visites. Je lui réponds. Je ne suis pas un visiteur, je suis Tom, j'appartiens à la maison. Là-dessus, il se met à siffler, façon de témoigner sa surprise. Je lui conte mon histoire et lui montre les marques du licol. À mesure que je lui parlais, sa colère montait, et quand je me suis retiré, il m'a promis de s'occuper lui-même de l'affaire de monsieur Peter Pop. Vous vous trompez si vous croyez par hasard que les petits baveux ne se réjouirent pas de me revoir. J'entre tout droit dans la salle, une nouvelle infirmière donne à manger au petit Albert. Un instant que je lui dis, c'est pas ainsi qu'il faut s'y prendre. Vous ne voyez donc pas comme il remue son œil gauche. Je vais vous montrer. Là-dessus, faut croire qu'elle m'a pris pour un nouveau médecin, car elle m'a tendu la cuillère, et je parie bien que depuis mon départ, jamais le petit Albert ne s'était garni la panse comme ce jour-là. Les baveux ne sont pas difficiles à satisfaire quand on sait les comprendre. J'ai entendu un jour Miss Jones dire à Miss Kelsey que ma façon de procéder avec eux tenait du prodige. Un de ces jours, peut-être, je parlerai au docteur Darlimple. Je lui demanderai de me donner un certificat attestant que je ne suis pas un faible. Puis je me ferai nommer par lui infirmier stagiaire dans l'aile des baveux, avec 40 $ par mois, logé et nourri. Ensuite, j'épouserai Miss Jones et m'installerai confortablement ici. Et si elle refuse, je prendrai Miss Kelsey ou une autre. Il ne manque pas d'infirmières candidates au mariage. Et si ma femme, dans un accès de fureur, me traite de faible, ça me sera bien égal. À quoi bon se tracasser? Quand on s'accommode des baveux, on peut mieux encore, j'imagine, s'accommoder d'une femme. Ah, je ne vous ai pas raconté comment je m'étais enfui de la maison. J'en avais pas la moindre intention. C'est Charlot et Joe qui m'ont fourré cette idée dans la tête. Ce sont deux épilepses de première catégorie, vous savez. J'avais été porter une note au cabinet du docteur Wilson, et je m'en retournais à la salle des baveux quand j'aperçus Charlot et Joe qui se cachaient derrière le coin du gymnase et me faisaient des signes. Je vais à eux. Alors, que me dit Joe, comment ça va chez les baveux? Splendide, que j'y réponds. Et ces attaques, y en a-t-il eu autant tôt? Cette remarque les rendit furieux, et j'allais continuer mon chemin quand Joe m'arrête et me dit: Nous filons d'ici, tu viens avec nous? Pourquoi? Que je lui demande. Nous allons de l'autre côté de la montagne, dit Joe. Et pour dénicher une mine d'or, ajoute Charlot. Nous n'avons plus d'attaque, nous sommes tout à fait guéris. C'est bon, que je dis. Je marche. Là-dessus, nous nous esclipsons derrière le gymnase et nous voilà partis au milieu des arbres. Nous avions peut-être bien marché 10 minutes quand tout à coup je m'arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Demande Joe. Attendez, que je dis. Il faut que je m'en retourne. Pourquoi? Dit Joe. Et moi je réplique. Pour aller chercher le petit Albert. Là-dessus, ils me disent que c'est impossible. Et les voilà qui m'abreuvent d'injures. Mais je m'en fichais. Je savais bien qu'ils m'attendraient. C'est que, voyez-vous, il y a 25 ans que je suis ici, et je connais les sentiers qui mènent de l'asile à la montagne. Et Charlot et Joe ne les connaissaient pas. Voilà pourquoi ils voulaient que je les accompagne. Vous saisissez? Bref, je suis revenu prendre le petit Albert. Il ne peut ni marcher, ni parler, ni rien faire, excepté baver. Et je dus le porter dans mes bras. Nous avons marché, marché, jusqu'après le dernier champ où l'on fait les foins. J'avais jamais été plus loin que ça. Alors, comme les broussailles et les bois devenaient de plus en plus épais et que je ne trouvais plus de sentier, nous avons suivi la sente aux vaches jusqu'à un large ruisseau et nous nous sommes coulés sous les clôtures qui marquent la limite de la propriété. Ensuite, nous avons escaladé la grande colline de l'autre côté du cours d'eau. C'était plein de grands arbres et il n'y avait pas de broussailles, mais on glissait tant sur les feuilles mortes qu'à peine pouvions-nous faire un pas. Et voilà qu'on arrive à un endroit vraiment mauvais. Il y avait une quinzaine de mètres à traverser et au moindre faux pas là-dedans,
On risquait de dégringoler pendant 300 mètres, ou peut-être bien 30, je ne sais plus. On ne serait pas tombé à pic, mais on aurait déboulé jusqu'en bas. J'ai traversé le premier, portant le petit Albert. Joe m'a suivi. Mais voilà-t-il pas que juste au milieu, Charlot, pris de frousse, s'assoit par terre. Je vais avoir une attaque, qu'il dit. Mais tais-toi, lui répond Joe. C'est pas vrai. Autrement, tu te serais pas assis. T'es toujours debout quand ça te prend. C'est pas une attaque comme les autres, dit Charlot. Et le v'là qui se met à pleurer, puis à trembler, mais précisément parce qu'il le voulait. Il n'arrivait pas à tirer de sa peur la moindre attaque. Furieux, Joe se met à jurer comme un portefaix. Mais ça n'arrangeait pas les choses. Alors je parle tout doux et très gentiment à Charlot. C'est le meilleur moyen avec les faibles. Si vous vous montez contre eux, cela produit l'effet contraire. Je sais, je suis comme ça moi-même. C'est pourquoi j'ai failli en faire mourir de colère Madame Bopp un jour qu'elle s'était emportée contre moi. L'après-midi s'avançait. Comprenant qu'on ne pouvait rester planté là éternellement, je dis à Joe. C'est bon, cesse de jurer. Ferme-la et tiens Albert. Je m'en vais chercher Charlot. Fut dit, fut fait. L'autre était bouleversé par la peur et la tête lui tournait au point qu'il rampait sur les mains et les genoux tandis que je le soutenais. Je l'avais à peine ramené et repris le petit Albert dans mes bras que j'entends fuser un rire. Je regarde en bas du ravin et qu'est-ce que je vois? Un homme et une femme à cheval qui nous observaient. L'homme avait un fusil en travers de sa selle et sa compagne s'esclaffait. Qui diable est cela dit Joe, pris de frousse. Quelqu'un qui vient nous arrêter? Tiens-toi tranquille, que je réponds. C'est le type à qui appartient cette ferme et qui écrit des bouquins. Comment ça va-t-il, monsieur Handicotte? Que je le dis à l'homme d'en bas. Tiens, fait-il, qu'est-ce que vous fichez là? Nous sommes en train de mettre les voiles, que je réponds. Là-dessus, il dit. Eh bien, bonne chance, mais ne manquez pas de rentrer avant la nuit. Mais on se sauve pour de bon, que je réponds. Alors v'là que sa femme et lui se mettent à rire. Eh bien, bonne chance tout de même, mais prenez garde que les ours et les lions de montagne ne vous dévorent pas quand il fera noir. Là-dessus, ils s'éloignent tous les deux en rigolant, l'air très content. Mais quelle idée saugrenue de nous parler d'ours et de lions. Une fois de l'autre côté de la montagne, je trouve un sentier et nous filons beaucoup plus vite. Charlot ne donnait plus signe d'attaque. Il se met à rire et à parler de mines d'or. L'ennui, c'était le petit Albert. Il était presque aussi grand que moi. Je l'appelais toujours le petit Albert, mais entre-temps, il avait grandi, vous comprenez. Il était si lourd que je pouvais à peine suivre les deux autres. J'étais à bout de souffle. Aussi, je leur demande de le porter à tour de rôle. Ils refusent. Alors je les menace de les lâcher, je les préviens qu'ils se perdront et que les lions de montagne et les ours les dévoreront. Charlot avait tout l'air de vouloir piquer une attaque lorsque Joe me dit eh bien, passe-le-moi. Après quoi, nous l'avons trimballé chacun à notre tour. Nous continuâmes notre marche tout près du sommet. Je ne crois pas qu'il existait la moindre mine d'or, mais nous aurions peut-être pu en trouver si nous ne nous étions pas écartés du sentier avec la nuit qui tombait et le petit Albert qui nous épuisait tous à le porter. Quantité de faibles craignent l'obscurité, et Joe annonça qu'il allait avoir une crise. Seulement, ça ne vint pas. Je n'ai jamais vu un garçon aussi malchanceux. Impossible de piquer une attaque à volonté. Je connais des faibles qui ont le chic de réussir en un clin d'œil. Enfin, voilà la nuit venue, une nuit noire comme de l'encre. Nous avions faim et nous n'avions pas de feu. On interdit aux faibles de porter sur eux des allumettes. Tout ce que nous pouvions faire, c'était de grelotter. Et nous n'avions jamais prévu que nous pourrions souffrir de la faim. Les faibles, vous savez, ont leur repas tout préparé pour eux. Voilà pourquoi il vaut mieux être un faible que d'avoir à gagner son pain dans la vie. L'ennui, c'était le silence. Il y avait pire encore que le silence. C'étaient les bruits. On en entendait de toutes sortes, mais pas toujours, de temps à autre, avec des moments d'accalmie. C'était, je crois, des lièvres.
mais il faisait dans la brousse des bruits d'animaux sauvages. Vous savez, des pas sourds, des craquements, boum, boum, crac, crac, comme ça. Charlot le premier eut une attaque, et une vraie, cette fois. Puis Joe, et une terrible, celle-là. Les attaques à l'asile me laissent froid, avec tout le monde autour de moi, mais en plein bois, par une nuit noire, c'est différent. Croyez-moi, n'allez jamais à la recherche de mines d'or en compagnie d'épilepses, même de première catégorie. Je n'ai jamais passé une si affreuse nuit. Quand Joe et Charlot n'avaient pas d'attaque, ils en simulaient une, et leur façon de grelotter dans l'ombre ressemblait à des crises. Ça me donnait le frisson, et je tremblais si fort moi-même que je me croyais sur le point de tomber du haut mal. Ajoutez à ça que le petit Albert, n'ayant rien à manger, ne faisait que baver et baver. Je l'avais jamais vu dans un tel état. À la façon dont il remuait son œil gauche, on aurait dit qu'il allait lui sortir de la tête. Je ne pouvais pas le voir, mais je m'en rendais compte à ses mouvements. Joe ne faisait que pester et jurer, et Charlot pleurnichait, répétant qu'il voulait retourner à l'asile. Bref, nous ne sommes pas morts, et le lendemain matin, nous sommes revenus tout droit sur nos pas, par le même chemin. Le petit Albert pesait de plus en plus lourd. Le docteur Wilson nous a bien reçus. Je ne l'ai jamais vu dans un tel état. Il m'a dit que j'étais le pire faible de l'établissement avec Joe et Charlot. Mais Miss Striker, alors infirmière de l'aile des baveux, se montra très gentille. Elle m'entoura de ses bras en pleurant de joie, tellement elle était contente de me revoir. Du coup, j'ai pensé que je pourrais peut-être bien l'épouser, mais à peine un mois plus tard, elle se mariait au plombier qui venait de la ville pour raccommoder les gouttières du nouvel hôpital. Quant au petit Albert, il n'en a pas remué l'œil de 2 jours, tellement il était vanné. La prochaine fois que je m'enfuirai, j'irai me réfugier bien loin, derrière cette montagne. Mais je n'emmènerai plus d'épilepses avec moi. Ils ne guérissent jamais. Et quand ils sont pris de frousse ou de colère, ils vous piquent continuellement des attaques. Mais je prendrai le petit Albert. Je ne peux pas me passer de lui. Bah, après tout, je tiens plus à me sauver. La salle des baveux vaut mieux que toutes les mines d'or du monde. Et on me dit qu'une nouvelle infirmière doit bientôt venir. En outre, le petit Albert est plus grand que moi maintenant, et je pourrai jamais le porter au-delà de la montagne. Il grandit tous les jours. Il grandit, que c'en est incroyable.